sais pas si on peut dire définir, mais en tout cas clarifier ce qu'on entend par santé mentale, parce que finalement, paradoxalement, dans le sens commun, santé mentale est massivement associée à maladie mentale. Euh, c'est même tout à fait étonnant, quoi, parce que si on parle de santé mentale, on ne parle pas de maladie. Euh, c'est, santé mentale, c'est pas la psychiatrie, c'est pas vol au-dessus d'un nid de coucou. Euh, Peut-être que l'avantage de penser comme ça, c'est de considérer du coup que la santé mentale ne concernerait que les malades, euh, les malades plutôt psychiatriques d'ailleurs, et qui n'auraient du coup sans doute pas leur place dans le monde du travail. Ça peut être une manière finalement d'éloigner euh, la menace que pourrait constituer l'altération de la santé mentale. En fait, évidemment, il faut clarifier les choses. Alors, on peut se référer par exemple à la définition de l'OMS euh, qui dit la santé mentale, c'est un état de bien-être. C'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès, de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté, à la société. Bon, finalement, on peut dire que la santé mentale, mais comme la santé plus globale, elle permet à chacun un libre exercice de ses capacités, mais pas seulement, elle permet aussi un accroissement, une diversification de ses compétences, une multiplication des expériences, une adaptation à la diversité des situations. Bon, il s'agit finalement non seulement de vivre bien, mais de vivre mieux. Alors, du coup, oui, peut-être qu'il faudrait quand même aussi ajouter qu'on ne peut pas quand même désarticuler, dissocier santé mentale et santé somatique. La santé est une, hein, et on voit d'ailleurs que quand quelqu'un qui a des problèmes de santé, par exemple un cancer, ça impacte évidemment au plan psychique et quelqu'un qui a un burn-out a bien souvent aussi des problèmes somatiques associés. Donc la segmentation ne fonctionne pas, en fait, vraiment. Alors aujourd'hui, on peut dire quand même que si on est alors du côté d'une santé mentale fragilisée, il va falloir distinguer la souffrance psychique ou on dira les problèmes de santé mentale. Là, c'est plutôt des états de mal-être, euh, des états de mal-être j'y reviendrai, mais qu'on trouve de plus en plus fréquemment dans le monde du travail. Et il faut distinguer ça des troubles mentaux qui relèvent plus spécifiquement du champ de la psychiatrie. Alors, ce qui est ce qui nous interpelle quand même, c'est que ces problèmes de santé mentale, et toutes les études épidémiologiques le montrent, il y en a de plus en plus. C'est une problématique qui va croissante. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la plus importante cause d'absence au travail. Et si on veut comprendre cette augmentation, il faut mettre ça en perspective avec les transformations du travail, les transformations du monde du travail, globalement, avec quatre, on va dire, quatre grandes transformations majeures. L'intensification du travail, euh, la précarisation du travail, l'individualisation du travail et le développement des nouvelles technologies. Je vais très vite dans le diagnostic, mais ça concerne le monde du travail en général et la fonction publique, y compris la fonction publique territoriale, a connu aussi des transformations majeures de ce point de vue-là. Euh, et on voit que, bien sûr, ces transformations du travail, on peut les analyser sous l'angle de bienfaits au plan économique. Euh, Elles ont permis une réduction des coûts, elles ont permis une optimisation des dépenses, elles ont permis... Mais il y a une autre face. Il y a une autre face à ces transformations, ces évolutions, c'est qu'elles engendrent aussi des effets vraiment néfastes sur la santé et en particulier sur la santé mentale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a vu apparaître une nouvelle catégorie de risques, ce qu'on appelle les risques psychosociaux. C'est bien parce qu'on a observé
que les transformations du travail impactaient la santé mentale, qu'on s'est penché sur finalement quels sont les facteurs qui peuvent contribuer à fragiliser la santé mentale. Et bien, ces facteurs, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les risques psychosociaux. Et donc, logiquement, on a dans le champ de la santé mentale fragilisée ce qu'on appelle des troubles psychosociaux, qui peuvent être liés au stress, au harcèlement, à la surcharge de travail et donc à l'épuisement, diverses formes de maltraitance, parce qu'il n'y a pas que le harcèlement, on peut parler bien sûr aussi de la mise au placard. Et j'irai même plus loin, je dirais que, bien sûr, ces risques psychosociaux concernent la vie au travail, mais ils concernent aussi la vie dans la longue durée des arrêts de travail causés par la fragilisation de la santé mentale. Je vois bien que plus le temps de l'arrêt de travail est long, plus les procédures de traitement de ces situations sont longues, complexes, moins le lien à la personne qui est arrêtée et qui est donc chez elle, moins le lien est maintenu avec elle, plus elle a le sentiment d'être finalement dans une mort sociale, d'être inutile aux autres, d'avoir été rayée de la carte. Et plus cette solitude contribue à dégrader encore sa santé mentale. Donc, c'est quand même terrible, puisque on a en fait un mode de traitement des arrêts longue durée euh, qui, au lieu de réparer, dégrade. Aujourd'hui, étant donné le process, étant donné le manque de coopération, de liaison entre les acteurs, parce que tous les acteurs sont concernés, que ce soit les collègues, le manager, les ressources humaines, le DGS, le secrétaire de mairie, les élus, évidemment le médecin du travail. Tout le monde est concerné, mais encore faut-il que tout le monde soit suffisamment sensibilisé pour penser la question de la prévention, de l'arrêt longue durée causé par les problèmes de santé mentale, et puis aussi la question d'un retour au travail rapide autant que faire se peut et accompagner surtout. Accompagner. Si sur la question de la santé, et ici plus spécifiquement de la santé mentale, tout le monde est concerné, c'est-à-dire c'est pas l'affaire des experts, c'est l'affaire de tout le monde, y compris l'affaire de chacun. Puisque la question, c'est bien comment est-ce que je peux, tout au long de ma vie de préférence, éprouver ce bien-être et, et le sentiment que oui, je peux faire face aux difficultés de la vie ou à la diversité des situations de la vie sans me sentir menacé, impuissant, angoissé. Donc, c'est aussi l'affaire de chacun de ce point de vue-là, c'est-à-dire chacun a à se préoccuper de sa propre santé, y compris de sa propre santé mentale. Et là, je dis finalement, on réalise, mais bien souvent à notre insu, un travail de santé. Quand on fait la fête et qu'on fait une nuit blanche, ben, on sait que le lendemain, on va essayer de récupérer son temps de sommeil. Quand on sait qu'on a énormément travaillé parce qu'il y avait des impératifs professionnels pendant une période, on sait qu'ensuite, il va falloir s'aménager des temps de récupération. Donc il y a un savoir-faire, on apprend tout au long de la vie à partir de ce qu'on ressent, à détecter des signes qu'on appelle des signes infracliniques. Ça peut être de la fatigue, ça peut être des difficultés de concentration, ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être des troubles un peu de la conduite alimentaire, se mettre à manger tout le temps ou au contraire ne plus rien manger. Enfin bon. Et là, on sait que si on ne fait rien, ça peut empirer, donc on va corriger. Alors, le travail de santé, il se fait à la maison,
mais pas seulement, il se fait aussi beaucoup au travail. Euh, Au travail, on peut essayer d'ajuster son rythme de travail de telle manière qu'on cherche à se préserver. Euh, Comment est-ce qu'on va tenir de front les exigences du travail et en même temps les exigences de soin de soi, prendre soin de soi. Et la question du prendre soin de soi, elle est fondamentale parce que on voit bien, et notamment toutes les situations d'usure prématurée au travail le montrent. Comment est-ce qu'on on va arbitrer entre la nécessité de se préserver et la nécessité de répondre aux exigences professionnelles. Euh, quand la contradiction est trop forte, quand on n'arrive plus à tenir ensemble la préservation de soi et l'atteinte des objectifs dans la sphère professionnelle, en fait, l'arrêt maladie, c'est un mode de régulation temporaire de contradiction entre ces deux genres d'activités, l'activité de travail et le travail de santé. Mais la question, c'est quand même comment réguler autrement ces contradictions, quoi. Euh, et ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre seul. C'est-à-dire le travail de santé ne peut pas se fabriquer tout seul. Euh, Comme tout travail, il suppose la coopération avec les autres. Si on pense par exemple au burn-out, qui est quand même une problématique majeure aujourd'hui, mais majeure, hein. Euh, J'en suis étonnée moi-même quand on fait des entretiens avec des personnes qui sont en arrêt ou des personnes qui ont été licenciées suite à un arrêt de travail long, notamment dans le privé, et que donc on retrouve à Pôle emploi. Il y a un nombre, il y a une proportion, mais absolument énorme de personnes qui se retrouvent débranchées, on va dire, du monde du travail pour cause de burn-out. Le burn-out, c'est la conjugaison d'une sursollicitation et d'un surengagement. Il n'y a pas de burn-out sans surcharge de travail. Comment réguler la charge de travail? On ne peut pas réguler la charge de travail tout seul, c'est très difficile. Il faut le faire avec les collègues, il faut le faire avec le manager, il faut avoir des espaces de discussion de la charge de travail, de comment la lisser, comment l'aménager, euh, comment mieux répartir le travail, comment mieux préparer le travail, etc. etc. Donc le travail de santé qui ne peut fonctionner, ne peut être efficace qu'avec les autres. Et peut-être ce qui fait le gros problème ici, c'est le développement de l'isolement. Dans toutes les situations où on est isolé, du coup, on est bien démuni pour réaliser ce travail de santé. Et là, je pense justement à propos du télétravail. Le télétravail est associé à l'accroissement du burn-out. Pourquoi? Parce que finalement, c'est à chacun euh, d'autoréguler sa charge de travail et son engagement dans le travail. Les autres ne sont plus là pour aider justement à aménager, temporiser, réorganiser. Et du coup, ben, il n'y a plus de limite. Et certaines personnes n'arrivent pas à reconstruire ces limites ou ces manières d'organiser le travail qui préservent la santé, et notamment la santé mentale. D'où les signaux d'alerte qui ont été lancés au moment du confinement et du développement du télétravail, parce qu'on a vu des gens s'épuiser en télétravail, véritablement, quoi. Un burn-out, parfois c'était d'ailleurs combiné avec un état de stress post-traumatique, parce qu'il peut y avoir burn-out et harcèlement. Une des manières de harceler quelqu'un, c'est de le surcharger de travail ou de lui fixer des objectifs qui sont inaccessibles. Et la personne qui veut résister, qui veut
ne pas plier, eh ben, elle va tout donner et elle va s'épuiser et elle va finir par tomber, quoi. Et je vois que quand on demande aux gens de raconter leur histoire professionnelle croisée aux histoires de santé, y compris bien sûr de santé mentale, on s'aperçoit qu'en moyenne, il y a 3 ans, il s'est passé 3 ans entre le moment où la personne a commencé à sentir qu'elle elle n'était pas bien, elle avait quelques difficultés, elle a commencé à perdre le sommeil, ensuite elle a eu elle a éprouvé du stress, ça s'est porté aussi sur son irritabilité. Bon, elle voyait elle-même qu'il y avait des choses qui auraient dû l'alerter. Mais elle n'a pas entendu, vu, reconnu, pris au sérieux ces micros-alertes. Et avec l'idée que euh, bah, faut pas s'écouter. Euh, on n'est pas, il faut de toute façon travailler, il faut de toute façon tenir bon, il faut ne pas montrer ses difficultés aux collègues, encore moins aux managers. Enfin, et, et- et je me disais que si on peut essayer d'expliquer aux gens que ces micro-signes, ils nous disent quelque chose. Ils nous disent quelque chose. Et il faut prendre au sérieux ce qu'ils nous disent. Quand le corps commence à parler comme ça, il faut savoir un peu l'écouter et se demander au plan du travail de santé, qu'est-ce que je dois mettre en place pour transformer ma manière de vivre, on va dire, mais qu'est-ce que je dois mettre en place aussi pour transformer ma situation, y compris ma situation de travail. Il va falloir se demander comment transformer la situation pour sortir du risque de la dégradation de la santé. Je suis frappée de voir, par exemple, la fréquence de corrélation entre burn-out, AVC, infarctus. C'est-à-dire les gens s'épuisent, 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 s'épuisent et en même temps ne veulent pas le reconnaître. Mais à ce moment-là, c'est le corps qui va parler, c'est le corps qui va s'effondrer. Et parfois gravement, hein, parce qu'un AVC, ça peut laisser des séquelles importantes et pour toute la vie. On peut récupérer, mais c'est parfois très long et parfois très difficile. Le prendre soin de soi, a fortiori aujourd'hui avec le recul de l'âge de départ à la retraite, c'est fondamental, hein. Si on veut pouvoir rester dans le monde du travail, il faut vraiment penser à ce qui peut fabriquer de l'usure prématurée et donc des restrictions d'aptitude, puis de l'inaptitude, euh, des arrêts longs, enfin bref, tout ce qui favorise la désinsertion professionnelle. Enfin, il y a plein d'études qui montrent que plus la durée du chômage s'allonge et plus la personne perd en employabilité, pour reprendre cette formule. C'est-à-dire plus le retour au travail sera difficile parce que elle ne, elle aura perdu en compétences, elle n'aura pas actualisé ses compétences, elle aura perdu aussi ses repères dans les relations de travail, elle aura perdu massivement confiance en elle. Euh, mais il n'y a pas une différence très grande, c'est le moins qu'on puisse dire quand même, entre l'arrêt maladie longue durée et le chômage. Quand on pense qu'il y a des arrêts maladie qui peuvent durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, euh, je parle là au plan psychique, hein, parce qu'il y a aussi d'autres questions, c'est les questions économiques. C'est pas sans incidence quand même d'être en arrêt si longtemps au niveau des ressources, hein. Donc c'est aussi une dégradation de la qualité de vie des personnes. Mais au plan psychique, c'est vraiment une épreuve, alors que on peut avoir tendance à penser que, ma foi, être payé pour ne rien faire, c'est un grand bonheur, quoi. Et que peut-être même ce seraient des tricheurs ou des parasites ou des... Il y a une suspicion qui pèse quand même sur la personne qui est en arrêt pour des problèmes de santé mentale.
Parce que si c'est cassé la jambe, on voit le plâtre. S'il a un cancer, il y a toutes sortes d'examens de sang, de scanners, etc., qui vont attester de la maladie. Pour ce qui concerne la santé mentale, la fragilisation de la santé mentale, c'est beaucoup plus difficile à objectiver. Faites-moi la preuve que vous êtes vraiment dépressif. Quelle est la preuve que vous êtes vraiment dépressif? Comment est-ce que je peux être sûr que vous n'êtes pas un simulateur? C'est terrible parce que pour celui qui est dépressif, entendre des choses comme ça, ou sentir en fait qu'il y a de la suspicion à son égard, et que peut-être quand il croise ses collègues dans la rue, ses collègues le regardent comme quelqu'un quand même qui profite du système, qui abuse, ça contribue, je dirais, à l'enfoncer encore davantage, quoi. Donc, oui, je pense que il faut vraiment corriger l'idée que on peut s'épanouir dans la dépression, quoi.